Bonjour à tous, merci de votre présence. Je m'appelle Éric Leledi. Moi, je suis le responsable de l'agence efficacité énergétique chez GRDF sur la partie centre-ouest. Donc c'est Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire. Je vais vous parler de retour d'expérience sur l'hybridation. Il y a 2 ans, j'étais venu vous voir, même endroit, même heure, à peu près, parler de l'hybridation pour convaincre un peu tout le monde que l'hybridation, c'est une bonne idée. L'hybridation, c'est quoi? C'est l'association d'un générateur décarboné qui embarque une part ENR avec un générateur gaz neuf ou existant, sachant que le générateur décarboné, qui est le générateur le plus coûteux, en général une PAC ou une chaudière bois, on va le déclasser en termes de puissance parce que on va plutôt installer 30% de puissance sur ce générateur bas carbone. Comme ça, dans votre tête, 30% de puissance installée par rapport aux besoins, ça peut couvrir quoi en termes de taux de couverture? Est-ce que quelqu'un a une idée? J'entends 70, ouais. 80, ouais, c'est ça, c'est les ordres d'idées. C'est-à-dire qu'on dimensionne, un bureau d'études va dimensionner par rapport à une température extérieure de référence, -5, -7, ça dépend où, pour déterminer la puissance installée. Mais par contre, est-ce qu'on les a toute l'année? Non, on ne les a pas toute l'année. La plupart du temps, on a beaucoup moins que ça. Donc si on n'installe que 30% de puissance, on va couvrir entre 75, 80, 85. Ça va dépendre des process et des zones géographiques. Et si on embarque de l'eau chaude sanitaire ou pas. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'associer un générateur plutôt high-tech, un peu plus coûteux, en général 5 fois plus cher qu'un générateur gaz, mais qui fera le taf de la décarbonation et qui apportera de l'efficacité énergétique. Un générateur gaz qui, lui, low-tech, moins cher, et qui, en général, tombe un peu moins en panne, mais qui va assurer en même temps un secours total en cas de panne. Avec une chaudière de 70 kW ou une chaudière de 110 kW dans une chaufferie, c'est pas ça qui changera le coût de la chaufferie. Il y a des fabricants de chaudières là, dans la salle qui ne vont pas me démentir. Donc l'idée, c'est quand même de faire ce retour d'expérience par rapport à ce que j'ai dit il y a 2 ans, quand j'ai dit que c'était une bonne idée. Aujourd'hui, on a un peu d'instrumentation sur des sites, et on va regarder si c'est vrai ou pas. Premier retour d'expérience sur une résidence avec un bailleur social autour de Nantes, qui s'appelle Atlantique Habitation. Une petite résidence de 12 logements collectifs qu'on a étudié, enfin c'est plutôt le bureau d'études ERES, d'ailleurs je vois Vincent Ribaud, le directeur qui est présent ici, il ne faut pas que je dise de bêtises, du coup, étudier la solution technique de concert avec eux. Ça y est, ça va trop vite, ça passe tout seul les slides. Okay. Weishaupt au niveau de la solution technique sur la pompe à chaleur, et puis GRDF en accompagnement. Donc le contexte, le principe, la promesse, c'est quoi? On a un bâtiment social qui n'est pas très vieux, de 2012, qui est composé de 12 logements, qui est en DPE-C. On a un maître d'ouvrage qui s'appelle Atlantique Habitation, qui a envie de décarboner son parc et plutôt de ramener ça sur des étiquettes B, A ou B. Même dans l'existant, le A, c'est quasiment inatteignable, donc plutôt B. Aujourd'hui, avant un système de chauffage centralisé gaz, c'est-à-dire qu'une mini-chaufferie, avec des chauffe-eau thermodynamiques en série, donc un truc un peu particulier qui ne marchait pas très bien, qui ne donnait pas satisfaction sur la partie eau chaude sanitaire, et évidemment un maître d'ouvrage qui souhaite décarboner son parc, et puis maîtriser un peu le fonctionnement pour avoir quelque chose qui est de plutôt fiable. Donc le bureau d'études a étudié une solution, c'est le rôle d'un bureau d'études, de regarder l'ensemble des panels de solutions. D'abord une solution 100% pompe à chaleur. La solution 100% pompe à chaleur, la plupart du temps, dans le résidentiel collectif, va amener une contrainte, enfin amener plusieurs contraintes, une contrainte de place, une autre contrainte de coût, une contrainte de bruit, et une autre contrainte aussi, c'est pas mal de contraintes liées à la puissance souscrite. Là, on dépassait les 36 kVA en mettant en place sur les communs, en mettant en place une pompe à chaleur 100% sur 100% de la solution. Donc le bureau d'études ERES a étudié une solution hybridée en installant beaucoup moins de puissance sur la PAC et en laissant en place la chaudière, bâtiment de 2012, donc pas idiot de laisser en place la chaudière existante puisqu'elle fonctionne. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand on démonte un équipement qui n'a pas fini de vivre, on crée une dette carbone. Vous savez qu'on a des fiches ACV aujourd'hui dans les bâtiments, dans l'Aéro 2020, et il y a aussi des fiches concernant les fiches C2E. La durée de vie des équipements est plutôt annoncée sur 22 ans. Quand on démonte un équipement avant, quelque part, on a créé un peu une dette carbone pour le remplacer par un équipement qui serait plus performant. Bon, là, c'est quand même pas idiot de laisser en place le générateur, c'est ce qu'a poussé le bureau d'études, et d'associer une pompe à chaleur, on va voir après.
Donc ERES a été missionné pour étudier cette solution. Et nous, on a proposé d'instrumenter un peu. On est arrivé, on fait une instrumentation un peu light, parce qu'on est arrivé un petit peu tard sur le chantier, donc on ne pouvait pas installer des compteurs partout, mais mettre un peu une instrumentation un peu light. Vous voyez en bas à droite, on va schématiser un peu ce qui aurait pu y avoir initialement, puisque les chauffe-eau thermodynamiques ne marchaient pas. Et ensuite, finalement, c'est quoi une solution hybride? C'est l'adjonction d'une pompe à chaleur avec son système ballon et puis son système qui vient chercher un stockage d'eau chaude sanitaire et la chaudière qui vient faire le boulot également sur l'eau chaude et le chauffage. On va voir après le schéma hydraulique plus précisément. Donc, on se retrouve donc avec une solution technique. Là, vous avez la chaufferie rénovée. Alors, c'est une mini chaufferie, hein, parce qu'elle est plutôt petite pour 12 logements, avec une chaudière qui est restée en place, chaudière murale. Vous savez que les chaudières murales, aujourd'hui, on peut aller facilement jusqu'à 110 kW, ce qui n'était pas le cas avant. On avait des générateurs qui étaient sur des socles maçonnés avant. Aujourd'hui, on sait faire des générateurs qui vont jusqu'à 110 kW. Celle-ci, elle est conservée, elle fait à peu près 50 kW. Et puis, il a été mis en place à l'extérieur 2 petites pompes à chaleur de la gamme domestique, hein, de chez Weishaupt, qui dialoguent avec la chaudière, qui fonctionnent en base. C'est d'abord les pompes à chaleur, et ensuite, quand les pompes à chaleur ne peuvent plus assurer la température demandée, ce sont les chaudières qui prennent le relais. Enfin, c'est la chaudière, en l'occurrence, qui prend le relais. Alors pour les férus de schéma hydraulique, ça va être simple. Pour les autres, je vais expliquer un peu. On a 2 pompes à chaleur ici. Une ici qui est plutôt dédiée au préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Une pompe à chaleur, elle est plutôt à l'aise quand elle fait du 50 degrés. Hein. C'est un peu plus compliqué au-delà de 50 degrés, notamment sur cette technologie, puisqu'on est sur de R410A au niveau du fluide frigorigène. La bonne idée, c'est de la faire fonctionner dans sa plage de température où elle est plutôt confortable pour elle, donc avec un bon COP, et de faire le complément, c'est-à-dire qu'on est à 50 degrés dans ce ballon, et on va faire le complément ici de 60 degrés avec la chaudière. Et pour le chauffage, eh bien, c'est la pompe à chaleur qui est ici, qui vient assurer le chauffage sur la panoplie de chauffage. On a le retour ici, jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus le faire. Et ensuite, si besoin, au lieu de boucler ici, on passe dans la chaudière, et la chaudière vient faire le complément ou vient prendre complètement la main si besoin. Donc c'est ça l'hybridation, c'est associer un générateur plutôt high-tech, plutôt plus cher, plutôt bien décarboné qu'une par ENR, avec une solution gaz low-tech qui coûte moins cher, mais qui fera le job en cas pour l'appoint et le secours. Ce qui fait qu'on a des investissements inférieurs, mais ce n'est pas ça qu'on va prouver ici, hein. Ça c'est le maître d'ouvrage qui l'a prouvé, que c'était des investissements inférieurs. On va regarder les performances. Alors qu'est-ce que ça donne au bout d'un an? Parce qu'on a la chance d'avoir un an total de fonctionnement. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on voit en vert la couverture. Alors on est sur des kilowattheures thermiques, hein, ici. On n'est pas sur des kilowattheures électriques ou gaz, on est bien sur des kilowattheures thermiques. C'est bien de la couverture faite par les générateurs. On voit effectivement en vert qu'on a d'abord une couverture principalement faite par la pompe à chaleur, et qu'on vient compléter ensuite avec la chaudière si nécessaire. Et on voit que le premier mois, le mois de janvier, finalement, on a un peu un équilibre. On se dit, finalement, c'est pas extrêmement... on n'a pas nos 80% comme on l'avait imaginé. Sauf que y a eu un petit couac en début. C'est toujours comme ça au début. Hein. Il y a eu un petit couac, c'est-à-dire que le site il est alimenté avec une tension qui est un peu capricieuse. Normalement, on a 240 volts. Hein, et là, on a souvent des baisses de tension qui peuvent descendre à 210 volts. Alors 210 volts dans une pompe à chaleur, ça ne lui plaît pas beaucoup. Hein. Vous savez que pour les électriciens, P égale UI. Hein. Si on veut assurer une puissance, soit on a une puissance, si on a une tension qui baisse, on doit avoir l'intensité qui monte. Donc la régulation de la PAC fait que elle va chercher une intensité plus importante. Et les composants électroniques de la carte électronique, ils n'aiment pas du tout. Donc ici, on a une PAC qui est tombée en panne. Et sur le schéma hydraulique que je vous ai montré avant, il y avait 2 PAC. Donc il y en a une qui a servi d'appoint finalement, et on voit que la couverture n'a pas été optimale. Donc ce qui a été fait, c'est intéressant en retour d'expérience, hein, parce qu'on apprend sur l'hybridation, il faut faire attention à ça, c'est aussi on apprend sur les packs, on apprend qu'il faut mettre des régulateurs de tension sur l'alimentation des packs, parce que si la tension baisse, on augmente l'intensité et qu'on peut cramer des cartes électroniques. Une fois que ça a été fait, on voit que les taux de couverture sont nettement meilleurs. Et une fois que les réglages ont été complètement terminés, le mois de décembre, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette année, le mois de décembre, il était plutôt froid. Et on voit que la part PAC, elle est assez importante puisqu'elle représente 82% des besoins de couverture. Donc pari gagné.
hein, avec des coefficients de performance qui sont plutôt bons. On ne va pas regarder le COP d'été parce que c'est un COP catalogue qu'on a mis, on n'a pas pu le mesurer l'été, mais en hiver, on voit que les COP de la PAC sont plutôt pas mal, hein, ils tournent entre 3 et 3,5, donc c'est plutôt très bien, et que la chaudière fait bien la pointe. Alors ça donne quoi en bilan? Alors déjà sur l'année globale, hein, 72% des besoins ont été couverts par la pompe à chaleur, ce qui est plutôt très bien. L'année prochaine, on pense que ça sera un peu mieux parce qu'effectivement, on a eu un petit démarrage avec cette histoire de carte électronique qui était un peu hasardeux. Malgré tout, au bout d'un an, ça représente quand même 37% d'économie, ce qui est plutôt en énergie, hein, je parle en consommation d'énergie. C'est plutôt très très intéressant. Et en coût d'énergie, 22%. Alors on n'a pas la même proportion parce que vous savez que l'électricité est à peu près 2,5 fois plus, enfin entre 2 et 2,5 fois plus cher que le gaz. Donc si le COP il est de 3, 3,5, on n'a pas tout à fait la même proportion que sur la partie énergie. Mais on a quand même une belle économie d'énergie de 22% avant et après travaux. La promesse, c'était aussi d'aller sur de la décarbo et de la valoriser, cette décarbonation. Parce que le bailleur, il veut que son parc il soit reconnu bas carbone. Donc après, on a rentré tout ça dans un moteur de calcul liciel qui fait les DPE. Et on s'est rendu compte, en effet, qu'on arrivait à un DPE-B sur ce site qui était plutôt en DPE-C initialement. Donc ça marche très bien aussi. Donc conclusion pour ce premier retour d'expérience sur ce site, c'est qu'on se rend compte que l'opportunité de décarbonation en pack hybride, elle est beaucoup plus importante qu'en 100% pack. Parce qu'on peut, on l'a vu sur ce site comme sur pas mal d'autres, plus facilement installer une pack hybride, c'est-à-dire une petite pack associée à une chaudière sur une terrasse, en l'occurrence c'est une terrasse, ou au sol, à côté d'un bâtiment, si c'est une petite pack, que si c'est une grosse pack par rapport à des problèmes de bruit, d'emplacement, hein, de fluide aussi, et puis de prix, je l'ai dit tout à l'heure, et on va y revenir, de puissance électrique. On a bien gagné une classe de DPE. Alors là, le bailleur, lui, la valeur vénale de son bien, je ne sais pas qu'il s'en fiche, mais il va moins regarder que les copros. Les copros, aujourd'hui, commencent à s'intéresser à ça, commencent à se dire, tiens, c'est intéressant. Effectivement, on va gagner une classe de DPE en hybridant notre chaufferie gaz existante, et puis on va faire augmenter un peu la valeur vénale du bien des copropriétaires, parce qu'ils arriveront mieux à le vendre ou à le louer. Là, en l'occurrence, on n'a pas eu d'incidence sur le tarif élect des communs, parce que en rajoutant une pack de 13 kW, du coup, ça n'a pas dégradé, on est resté en tarif bleu, le maître d'ouvrage est resté en tarif bleu, ce qui n'est pas le cas en 100% pack. Et puis, on a un secours total en cas de panne des packs, ce qui est plutôt très intéressant. Effectivement, on l'a vu, hein, si une pack tombe en panne, il y a l'autre qui est là, en l'occurrence, mais là, on a la chance d'en avoir deux. Et parfois, ce n'est pas le cas, il n'y a qu'une pack, on va le voir sur le retour d'expérience d'après, et la chaudière prend le relais. Donc, on n'a pas créé de dette carbone non plus, hein, sur ce programme-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, démonter une chaudière qui n'a pas fini de vivre, pour se dire, tiens, on va décarboner l'énergie, mais finalement, on va recréer du carbone en construisant un équipement à la place d'un autre qui est en bon état. Enfin, là, c'est plutôt malin d'avoir conservé une chaudière qui fonctionne bien. On est resté, là, en l'occurrence, sur une gamme domestique au niveau des pompes à chaleur installées. Donc, c'est plus facile à installer pour l'installateur, c'est plus facile à maintenir pour le mainteneur. On n'est pas sur des choses très complexes. On ne va pas chercher des frigoristes. Attention à stabiliser la valeur de tension électrique des packs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et attention à la saisie, ça c'est aussi un retour d'expérience, des packs hybrides par les diagnostiqueurs quand ils font les DPE. Là, en l'occurrence, le DPE qui a été fait initialement, le diagnostiqueur s'est un peu trompé, parce qu'il a été dans la chaufferie, il a vu la chaudière, il a dit c'est une chaufferie, il n'a pas vu la partie thermodynamique, donc il a saisi le bâtiment 100% gaz, et donc on s'est rendu compte qu'on avait peut-être intérêt à développer quelque chose autour de ça. Donc on est en train de travailler sur le développement d'étiquettes qu'on pourrait coller, que l'installateur pourrait coller et sur la chaudière et sur la PAC, quand le diagnostiqueur passe, qu'il ait un QR code à flasher, qu'il renvoie sur la feuille de calcul qu'il puisse intégrer, lui, dans son petit logiciel de DPE, pour avoir la méthode de saisie. Parce que les packs hybrides, elles peuvent très bien fonctionner en chauffage seul, enfin, en chauffage seul, en 100% eau chaude sanitaire avec la chaudière, et on hybride que le chauffage. Ou alors on peut tout hybrider. Ce n'est pas la même méthode de saisie.
Donc il faut que le diagnostiqueur il puisse savoir, parce que lui, il a peut-être été, un mois après, il était peut-être sur un autre métier, hein, ça arrive, hein, certains diagnostiqueurs découvrent, ils font des termites, ils font de la charpente, etc. Ils ne parlent pas tous la même langue que nous, thermiciens, donc il faut qu'il sache à quoi il a affaire. Donc l'idée, c'est d'avoir ces étiquettes-là où il puisse récupérer facilement, via une passerelle avec le site CJBAT, la méthode de calcul à rentrer dans le DPE. Voilà pour ce premier retour d'expérience en existant, non du collectif, qui est plutôt très satisfaisant. Le bailleur, il est content. On a fait une vidéo, si vous voulez la voir, elle est sur le stand de CJBAT, stand 19. On la passe voilà, sur le stand. Le deuxième retour d'expérience, il est sur une école sur Nantes, privée, existante, où le bureau d'études Solab, qui est présent, je crois, dans la salle quelque part, a fait un décret tertiaire, une étude de décret tertiaire initialement, et puis on avait dialogué ensemble, et puis ils ont eu l'occasion de pousser le projet pour aller jusqu'à l'hybridation de la chaufferie existante. Et c'est NJ Solutions, là c'est pareil, il ne faut pas que je dise de bêtises parce qu'il y a des représentants d'NJ Solutions dans la salle aussi, qui a installé et qui maintient l'installation. Voilà, donc là je vais vous faire un petit focus sur parce qu'on pourrait dire énormément de choses sur cette installation, sur le point de bascule pack chaudière, pour regarder si ça fonctionne bien, parce que c'est aussi ça la promesse, hein, si ça ne fonctionne pas bien, on a perdu le pari, on a investi pour rien sur une pack. Donc là, on est sur un site de 10 salles de classe au cœur de Nantes qui a besoin d'une puissance totale de 116 kW, dont la chaufferie a besoin d'être rénovée avec une extension et puis un petit peu de travail sur le bâti. Et qui a besoin d'eau chaude sanitaire, mais que le midi pour la vaisselle. Donc c'est assez epsilon. C'est pas des besoins comme dans le logement. Là, hydrauliquement, on est sur ça, hein, c'est-à-dire qu'on a une panoplie hydraulique, un départ-retour avec des départs ici chauffage, le départ pour l'eau chaude sanitaire. On a la pompe à chaleur avec son ballon tampon qui va, si tout va bien, assurer elle-même, on va dire, le chauffage. Voilà, on boucle ici. Et si tout ne va pas bien, c'est-à-dire que si, quand elle n'a plus assez de puissance, ce qui est normal, puisqu'encore une fois, elle est dimensionnée, je vous ai dit qu'il y avait 116 kW de besoin de puissance. La PAC, elle fait 32 ou 33 kW. Donc évidemment, à certains moments, elle va avoir besoin d'aide. On va aller chercher, si besoin, les calories de la chaudière, voilà, pour pouvoir les mettre dans le réseau. L'eau chaude sanitaire est faite principalement par la chaudière. Ici, on voit que le retour sur le ballon OCS, il est fait sur la chaudière. Un retour sur la préparation d'eau chaude sanitaire dirigé vers une PAC. Sur ce type de PAC, c'est supérieur à 50 degrés, ça peut arrêter la PAC, ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux revenir quand on a très peu de besoin d'eau chaude sanitaire, il vaut mieux faire ce type de panoplie et revenir vers la chaudière. Voilà, donc un schéma hydraulique assez simple. Hein. L'idée maintenant, c'est de mettre tout ça en musique. En musique, c'est-à-dire de faire fonctionner la PAC quand il le faut et la chaudière quand il le faut. Donc nous, on a pu se rapprocher du maître d'ouvrage de Solab et d'NJ Solutions pour pouvoir financer une installation très complète, Paul, là, je t'avais pas vu, très complète d'instrumentation. On a mis des compteurs de calories un petit peu partout. Ici, vous voyez la PAC de Dietrich à l'extérieur, 34 kW. Voilà. Et la chaudière, encore une fois, une chaudière murale. Vous voyez qu'une chaudière murale, 107 kW, hein, c'est quand même pas rien. Et on a une passerelle WIT qui vient pas embarquer de l'intelligence. Hein. C'est effectivement un petit module qui pourrait faire de la GTB, mais en l'occurrence, cette passerelle WIT, elle récupère toute la data. Elle n'embarque pas d'intelligence. L'analyse fonctionnelle n'est pas dans le WIT. L'analyse fonctionnelle est dans les automates de la marque de Dietrich, hein, en l'occurrence Diema Control. Et on va voir après, on va un petit peu rentrer dans le détail pour voir ce qu'ils font. Et ben voilà, donc le module Diema Control, c'est lui qui gère l'hybridation. Il me reste 10 minutes, ok. Donc soit on n'est pas en hybride, soit on hybride sur le coup. Hybrider sur le coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre un prix d'énergie, gaz, électricité dans la régule. La régulation connaît la matrice de COP en fonction de la température extérieure de la PAC. C'est le fabricant qui a rentré ses paramètres. Elle connaît le rendement de la chaudière et c'est elle qui dit à tout moment, en fonction du prix de l'énergie et de la performance des équipements, c'est moi qui décide si c'est la PAC ou si c'est la chaudière qui fonctionne. Autre façon de réguler, en énergie primaire.
vous connaissez peut-être la notion d'énergie primaire, énergie finale. Hein, vous savez qu'en gaz, on est à 1 pour 1, énergie primaire, énergie finale. En électricité, on rentre, voilà, j'ai un schéma un peu ici, si on rentre 2,5 kWh d'énergie primaire dans une centrale de production du parc, on n'en sort qu'un à peu près, 1 kWh d'énergie finale. La valeur conventionnelle, c'est 2,3, mais on va simplifier les calculs avec 2,5 parce que c'est ce qui était rentré dans la régule. Pour peu que la PAC ait un coefficient de performance de 2,5, ce qu'on a rentré, on le ressort en énergie utile. Mais on est passé quand même par une perte d'énergie primaire. En gaz, si on rentre 2,5 kWh d'énergie primaire dans une chaudière, on sort directement 2,5 kWh d'énergie utile parce qu'on n'a pas de transformation. Le rendement d'une centrale nucléaire, c'est 30%. Le rendement d'une centrale thermique, c'est 50%. Voilà, donc si voilà, deux systèmes équivalents qui vont être observés par la régulation, si jamais on voit que si le COP de la PAC descend en dessous de 2,5, eh bien on basculera sur la chaudière. C'est ce qui a été fait au niveau de la régulation. On peut aussi hybrider en CO2, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un choix de fait de dire c'est quoi la valeur CO2 du gaz, c'est quoi la valeur CO2 de l'élec, et je vais chercher la meilleure valeur CO2. Ce qui a été fait pour le moment, c'est sur l'énergie primaire. Alors, on a regardé parce qu'on était plutôt content, ça fonctionnait, la PAC fonctionnait, la chaudière fonctionnait, il faisait chaud, tout allait bien. Et puis, quand on a commencé à regarder les consommations, la répartition des consos, on s'est dit, oh mince, sur une journée plutôt froide, finalement, on n'a que 22% de disponibilité de la PAC. Tout le reste, c'est la chaudière. Donc mince, comment ça se fait alors qu'on s'est dit que 30% de puissance, ça couvrait 80% des besoins. Et on s'est rendu compte que finalement, la bascule de COP à 2,5, c'était peut-être pas forcément une bonne idée. On avait peut-être intérêt à descendre cette valeur de bascule de COP en dessous. Et du coup, on l'a plutôt ajusté à 1,5. C'est-à-dire qu'on laisse fonctionner la PAC jusqu'à ce que son COP descende en dessous d'1,5. Et après, effectivement, on viendra basculer sur la chaudière. Et là, c'est ce qui a été fait. Ça laisse beaucoup plus de latitude à la PAC et on voit qu'on a un taux de couverture maintenant de 73%. Donc là, on est sur une journée froide. Hein. On a mis en stress effectivement, vraiment la PAC, on l'a fait exprès. Sur une journée plutôt douce, les COP qui ont été mesurés sur la PAC, c'est plutôt 3, 3,5. Hein. Donc il n'y aurait pas eu ce problème-là sur une journée douce. Mais là, on a regardé sur une journée froide ce que ça pouvait donner. Donc on a ajusté ce paramètre-là avec NG Solutions et effectivement maintenant on a plutôt 73% de dispo de la PAC sur une journée froide, ce qui veut dire que sur l'ensemble de l'année, où les journées sont plutôt douces souvent, on est plutôt à 80-85% de dispo. Encore une fois, pari tenu, c'était ce qui était étudié. Quand on regarde un petit peu, ça c'est un truc que j'ai bricolé, hein, vous m'excuserez, les consos des années d'avant. Donc là, c'est la conso en bleu réel gaz aujourd'hui, les consos des années d'avant. On voit qu'il y a réellement une baisse de conso gaz. Je me suis amusé à simuler ce qu'on avait effacé en regardant l'année d'avant. Je n'ai rien corrigé des DGU, c'est juste pour donner un schéma visuel assez rapide. On voit quand même qu'on a effacé quand même une belle part de gaz. En conclusion, sur cette opération-là, ce qu'il faut faire attention, il faut faire vraiment attention au point de bascule PAC chaudière au moment des travaux et de la réception, de la passation avec l'exploitant. Il faut vraiment se questionner pour être certain qu'on ait bien les bons paramètres, hein, qu'on ne tombe pas dans l'écueil du solaire thermique où effectivement c'est la chaudière qui faisait tout à l'époque. Aujourd'hui, le solaire thermique est mieux maîtrisé, hein, mais on avait effectivement des problématiques d'installation où la chaudière faisait tout et on ne se rendait pas compte que le solaire ne fonctionnait pas. On a une dispo de 73% aujourd'hui sur une journée froide, ça veut dire qu'on a très très bon bilan finalement sur la saison de chauffe en CO2 et en prix. Quand on regarde une journée froide, sur une journée à 5,4 degrés de moyenne, avec une matrice de COP qui est à 2,9 chez le fabricant, sur un besoin journalier finalement qui était mesuré à 700 kWh, on a 160 kg de CO2 émis si on était en 100% gaz. On tombe à 53 en hybride, plutôt un gain très important. Le coût de la chaleur, en considérant 22 kWh, 22 centimes d'euros du kilowattheure en élec et 10 en gaz, ce qu'on retrouve assez classiquement, ça fait un coût de chaleur de 70 € la journée en 100% gaz et 58 € en hybride. C'est encore la même histoire de rapport, hein, c'est lié au coût de l'énergie et au COP.
Voilà. Et puis, ce qui a été montré avant, hein, c'est que la data GRDF, elle est vraiment importante aussi parce qu'elle permet vraiment de lever ce type de paramètres, enfin de regarder, en tout cas nous, on peut regarder si l'année, la saison de chauffe après travaux, elle ressemble bien à ce qui était prévu. On peut accompagner, comme disait Stéphane tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, effectivement nos maîtres d'ouvrage sur la surveillance. Bon, sachant que là, en l'occurrence, NJ Solutions le fait très bien puisqu'ils ont en plus un intéressement. Voilà, alors évidemment, à chaque fois que je présente ça, on me dit ouais, mais en 100% PAC, ça aurait été encore mieux, quoi. On a regardé, je vous assure que le rapport investissement, bilan, énergie, CO2, il est bien plus favorable en PAC hybride qu'en 100% PAC, parce qu'il aurait fallu, encore sur ce dossier-là, investir beaucoup plus. Là, la PAC a été mise dehors, à côté de bâtiments scolaires. Il y a une étude acoustique qui a été faite. Je pense que s'il avait fallu installer 100 kW de PAC, ça n'aurait pas été la même en termes d'implantation, en termes de bruit, en termes d'investissement. Donc le meilleur compromis, c'était bien celui-là. J'en ai fini pour la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, Cédric. Ouais, bonjour Eric, merci pour la présentation. Une petite question dans la situation numéro 1. Alors, donc tu as bien insisté sur l'importance de la régulation. Ouais. Dans la situation numéro 1. L'exemple numéro 1 ? Ouais, sur le petit collectif là. Peux-tu préciser quelle est la nature de la régulation ? Est-ce qu'il y a un système de régule maître-esclave ou quelque chose comme ça ? C'est ça, en fait, il y a une analyse fonctionnelle qui est embarquée par la régule de la PAC. Qui va définir que si ici, là, tu vois la sortie de la bouteille de découplage qui est ici, si on n'a pas la température souhaitée, au bout d'un certain temps, il y a une tempo qui tourne et qui dit, bon, ok, j'arrive pas à fournir finalement. Manifestement, j'arrive pas à fournir la puissance nécessaire et on vient libérer la chaudière. C'est tout simple. En fait, c'est un peu un système de cascade finalement. Et les systèmes les plus simples sont les plus efficaces, souvent. Merci. Quand meilleur basculant tout PAC, alors il revient questionner de temps en temps la possibilité de fonctionner, je pense, avec la PAC. Bon, j'espère que je ne vous ai pas assommé. Un truc un petit peu technique. Oui. Oui, je me posais une question sur la formation, finalement, les entreprises qui sont à même de pouvoir mettre en œuvre ce type de schéma. Parce que bon, l'ingénierie, la réflexion en amont, très intéressant. Et après, pour être très pragmatique, voilà, est-ce qu'il y a des besoins en la matière ? Comment ça s'organise ? Est-ce que vous avez des infos là-dessus ? Merci. C'est une super question, on ne l'a pas préparée. Hein, donc, c'est cadeau. C'est gentil. Chez GRDF CJBAT, on a développé ce qu'on appelle l'académie de la PAC hybride. Donc prochainement, ça sera chez Vaillant, ça a eu lieu chez De Dietrich il n'y a pas longtemps. Effectivement, on invite des installateurs, des exploitants et des bureaux d'études autour de comment on conçoit. Voilà, on se pose autour d'une monotone de chauffage, on regarde un peu des schémas hydrauliques, on reprend des fondamentaux, on reprend des analyses fonctionnelles, on fait toute cette réflexion autour de la conception. Et puis on travaille avec l'entité qui nous accueille. Alors dans certains coins, c'est Vaissom, dans d'autres coins, c'est Atlantique, dans d'autres coins, c'est Vaillant, etc. On travaille un peu avec toutes les marques. Et il y a des académies, effectivement, de la PAC hybride un peu partout en France en ce moment, pour pouvoir chacun se mettre à niveau sur comment on conçoit, comment on installe et comment on exploite. Effectivement. Parce que chaque fabricant, en fait, a aussi son mot à dire. Chaque fabricant qui rencontre aujourd'hui des bureaux d'études a développé de l'intelligence dans ses pompes à chaleur pour faire de l'hybridation. Tout le monde fait de l'hybridation aujourd'hui. Oui. Non, c'est une bonne question. Ouais. La pompe à chaleur absorption gaz, elle marche très bien dans le cadre d'un décret tertiaire, effectivement. Par contre, honnêtement, effectivement, on se rend compte qu'on a des COP qui sont plutôt aux alentours de 1,3 à peu près, avec une pompe à chaleur absorption gaz. Et on se rend compte, alors déjà dans le neuf, que ça ne permet pas de passer les seuils de l'Aéro 2020, malheureusement. Ça ne permet pas de passer les seuils de l'Aéro 2020.
Il faut aller chercher un peu plus pour décarboner, parce que c'est l'IC énergie qui nous pose nos problèmes dans l'ARE 2020. Et puis dans l'existant, si on veut effectivement aller sur l'énergie finale, une pompe à chaleur thermodynamique ELEC va aller plus vite chercher de la performance. Donc on s'est dit qu'associer une pompe à chaleur thermodynamique ELEC à une chaudière gaz ou une chaudière bois quand on veut décarboner à une chaudière gaz, c'était plutôt une très bonne idée. Voilà, notamment dans l'existant quand il y a un équipement qui est là et qu'on peut le conserver, ou une panoplie hydraulique qui est là et qu'on peut la conserver, plutôt très bien. Effectivement, mais malgré tout, cette pompe à chaleur gaz, on en a quelques-unes d'installées qui fonctionnent très bien. Et effectivement, bon, par contre, on va chercher un peu moins de décarbo avec, honnêtement. Ouais. C'est fini, d'accord. Oui. Ouais. Ouais. Bah ouais, en fait, on est en train de réfléchir à des schémas de comptage un peu moins intrusifs, un peu moins conséquents. Pour l'instant, on a financé effectivement des instrumentations très complexes, plutôt des démarches scientifiques. Là, je vous donne 1% de ce qu'on a analysé avec le bureau d'études Solab. On fait une démarche d'analyse vraiment très 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 poussée sur l'instrumentation. On va chercher vraiment des copes instantanées, des valeurs hyper précises. Mais c'était juste pour vérifier des points liés à des équipements et puis vraiment valider de notre côté GRDF national, que tout ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on cherche des solutions d'instrumentation moins intrusives et plus simples qui nous permettraient de vérifier facilement la performance non pas de l'équipement à l'instant T, mais plutôt de l'installation globale de l'hybridation. Est-ce qu'on a bien l'hybridation souhaitée? Donc, ouais, on est plutôt sur des choses simplifiées aujourd'hui. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Donc, on parle pas mal à des fabricants de GTB ou à des gens qui font de la régule. Ouais. Bah, ça va être celle des fabricants. Ça va être celle... Bah, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, il y a des gens comme, je sais, il y en a d'autres. Hein. Je le cite parce qu'ils sont sur un gros projet aujourd'hui. Il y a des gens comme Weissopt qui sont sur des puissances 3 fois supérieures à ce que vous dites. Après, on ira sans doute chercher de la géothermie sur ces grosses puissances-là, hein, au niveau de la PAC. Plutôt de la géothermie. Mais oui, sur les puissances dont vous parlez, c'est totalement réalisable. Surtout si vous me parlez, vous êtes à 2 fois 700, je ne suis pas sûr. Ouais, d'accord, ok. Il faut regarder si vous avez besoin des 2 fois 700. Souvent, la puissance était doublée à une époque. Donc ça se trouve, il y a besoin d'un peu moins. Il y a eu des travaux de rénovation. Donc il y a un audit à faire. Ça se trouve, vous êtes tombé à peut-être 800 de besoin. Et 800 de besoin, si je divise par 3, voilà, donc on a à peu près 250, je calcule ma de tête, 250 kW de pack, ça, à installer. Et là, on arrive dans la gamme des fabricants qui peuvent mettre en cascade certaines de leurs machines ou avoir une machine un peu plus conséquente. Donc oui, c'est complètement réalisable. C'est une histoire de place après. C'est aussi une histoire de place. Ouais.